C'est un jeune Congolais que nous recevons pour vous ce dimanche, Madame, Messieurs, dans votre magazine Info 7. Ingénieur agronome, assistant à l'université de Kinshasa. Madame, Messieurs, il est également analyste politique. Il suit de près la situation sociopolitique en République démocratique du Congo. Joseph Boulaboula, c'est de lui qu'il s'agit, notre invité de la semaine. Bonsoir. Bonsoir Madame la journaliste, bonsoir à tous les Congolais de partout où vous nous suivez. Bonsoir à vous Madame, Messieurs, les fidèles de votre émission de la semaine Info 7 pour décortiquer l'actualité. Joseph Boulaboula, vous allez bien? Oui, par la grâce de Dieu, je vais très bien parce qu'il plaît. Il y a les semences qui sont en train de germer. Ça, c'est l'agronome qui parle. En tout cas, ça va, Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Merci. Ingénieur agronome. Ça vous va comme ça? Oui, je préfère bien cette casquette d'ingénieur agronome. C'est une filière que j'ai choisie à la faculté. J'ai fait 5 ans pour finalement chercher à obtenir ce titre. Et je dois en tout cas être fier lorsque vous m'appelez ingénieur agronome parce que je le mérite. Et pourquoi vous avez choisi cette filière? Vous savez, aujourd'hui, le développement d'un pays ne passe pas par le changement des chefs d'État au niveau des sommets des nations. Oh. Il ne suffit pas de changer un président par la démocratie qu'un développement peut arriver dans un pays. Il vous souviendra qu'on a changé depuis l'époque de Kasavubu. Nous sommes arrivés à l'époque de Laurent Désiré Kabila. Hier, c'est Joseph Kabila qui était au pouvoir. Aujourd'hui, c'est Félix Tshisekedi. Vous voyez qu'il y a de l'alternance au niveau des sommets d'État. Malheureusement, les pays n'est pas développé. La situation s'empire davantage. Non, je ne vais pas arriver. Laissez-moi développer les contextes. Okay, là, je parle d'abord en tant qu'ingénieur agronome. Donc, je voudrais dire aux Congolais que la démocratie aujourd'hui a montré ses limites. La démocratie aujourd'hui est devenue obsolète parce qu'il ne suffit pas de changer un chef de l'État que nous aurons le développement. Le développement, c'est un processus. Et comment avoir alors ce développement-là? Aujourd'hui, de plus en plus, on est en train de parler de la gouvernance démocratique. Dans la gouvernance démocratique, il y a plusieurs facteurs qu'il faut considérer, notamment la bonne gouvernance, notamment le climat des affaires qui doit être amélioré, par exemple la loi sur les finances, les LOFIP qui doivent être améliorées, la lutte contre la corruption. Voilà autant des atouts qui doivent être mis en œuvre afin que nous puissions être engagés vers le développement. Mais vous allez vous rendre compte, on dit dans notre pays, la République démocratique du Congo, c'est un pays où nous avons d'immenses potentialités agricoles, avec les terres agricoles estimées à 80 millions d'hectares. À 80 000 hectares, je voulais dire. Mais vous allez vous rendre compte que nous sommes tournés vers les minéraux, nous sommes tournés vers ce qui n'est pas substantiel. Et pourtant... Et la population vit dans une misère qui ne dit pas son nom. Voilà, raison pour laquelle moi j'avais choisi l'agriculture, pour qu'enfin nous puissions apporter ce que veut le peuple. Qu'est-ce que toi tu as déjà apporté? Voilà, pour que j'apporte quelque chose, déjà je vais vous dire que notre pays est en train de sombrer du point de vue agriculture parce que l'autorité politique ne sait pas prendre des mesures adéquates afin d'encadrer ce secteur. Imaginez. Nous avons toujours un ministère du secteur. Voilà, vous arrivez. Chaque président qui passe, chaque régime, chaque gouvernement, un ministère de ce secteur ne manque pas. Madame, je vais vous relever quelque chose, que la majorité de ceux qui ont été nommés pour la gestion du ministère de l'Agriculture, ce sont ceux qui ne sont pas habilités à les gérer. Ce ne sont pas des techniciens. Ce ne sont pas des techniciens. Vous donnez à un maître avocat la gestion d'un ministère technique. Vous prenez un économiste, vous le mettez à la tête. Regardez, l'État ne fait pas un champ. L'État n'a pas le temps de faire un champ. L'agriculture, c'est un métier qui a beaucoup d'incertitudes. Tantôt il fait chaud, tantôt ce sont des pluies en abondance. Il y a beaucoup d'incertitudes pour que vous puissiez semer le maïs et le récolter après 3 mois. Le gouvernement encadre, met en place une politique censée d'encadrer. Si vous allez en Europe, en France par exemple, dès que vous descendez de l'aéroport, vous allez trouver que c'est un pays ferme. Vous allez constater que ce sont les fermiers qui font la loi là-bas. Mais quand vous allez prendre, vous, le gouvernement, vous allez faire Bukangalonzo. Vous voyez l'échec? Quand vous prenez un gouvernement qui veut s'impliquer... Bukangalonzo, l'échec. Matata Mpogno dit qu'il est innocent dans cette histoire. Pourquoi vous parlez d'un échec de Bukangalonzo? Oui, mais après son lancement,
après tous les brouhahas qui ont fait les contours de son lancement, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez encore parler du succès de Bukangalozo? Nous savons toute la bourbière qui concourt à ces projets qui a été voué en échec. Ce que je devrais dire, madame, je voudrais parler de l'agriculture. Que dit la charte africaine? La charte africaine dit ceci, que tous les pays africains, lorsque vous avez un budget estimé par exemple à 10 milliards, 10% devrait être alloué au secteur agricole. C'est pas le cas en RDC. C'est pas le cas dans notre pays. Mais là, on a signé aussi oui, on alloue au ministère de l'Agriculture moins d'1% du budget. Malheureusement, même dans les 1% qu'on alloue au ministère du budget, ce n'est pas exécuté. Même si c'est exécuté, ça reste pour le fonctionnement du cabinet du ministre. Mais si on part par rapport à ce que vous êtes en train de dire, le budget alloué à ces secteurs-là, vous ne voyez pas que même le ministre, la personne qui a la charge de conduire ces ministères, n'a pas la facilité de faire appliquer les choses? Mais vous revenez à ce que j'ai dit tout à l'heure. Parce que vous avez dénoncé le fait qu'on prend un économiste, on les met là-bas, on prend telle personne. Mais avec ce que vous révélez là, un budget qui n'est pas aussi à la hauteur, un budget qui ne représente pas quelque chose, est-ce que cette personne pourra faire grand-chose? Voilà, alors cette personne ne pourra pas faire grand-chose, mais elle devrait être en mesure de manager positivement, tout en reconnaissant les atouts, la responsabilité qui serait la sienne pour engager le pays sur les voies de développement. Vous savez, on dit, le chef de l'État dit l'agriculture c'est une priorité des priorités et que l'agriculture devrait prendre la revanche du sol sur les sous-sols. Malheureusement, on doit lui donner les mécanismes. Aujourd'hui, notre secteur agricole est pris en otage par les organismes internationaux, que ce soit la FAO, que ce soit le PNID. Ces gens-là viennent, ils imposent au gouvernement la manière de réfléchir. Et pourtant, ce sont des partenaires qui devraient venir. Ils trouvent une politique agricole bien assise, bien exploitée et devraient adhérer à la vision de l'État et non l'État concourir. Mais c'est parce que l'État n'a pas une vision, voilà pourquoi ils viennent aider l'État. Non, l'État a la vision, mais les choix des animateurs, en tout cas, je les décris. Ah bon? Vous pensez que l'État a la vision? En tout cas, vous savez quelle est la vision de l'État congolais? La vision du chef de l'État en la matière, c'est que les Congolais mangent bien, c'est qu'il y ait une production agricole suffisante, devront faire face à l'insécurité alimentaire. Pour cela, lui a cette vision. Quand il exprime cette vision, il suffit que les ministres sectoriels puissent s'approprier et matérialiser ça. Voilà ce qui manque. Il faut que les ministres soient à la hauteur pour enfin rendre matériel la vision et la volonté du chef de l'État dans la matière. Et j'espère que ce que je suis en train de dire, le chef de l'État, s'il me suit, ses collaborateurs, s'ils me suivent, le gouvernement, s'il me suit, voilà les défis auxquels nous avons. Nous devons avoir des techniciens, des technocrates, afin que la vision du chef de l'État dans ce secteur puisse être améliorée. Vous avez parlé d'une charte qui a été signée par plusieurs pays dans la République démocratique du Congo, mais malheureusement, la RDC ne respecte pas parce qu'on parle de 10% et la RDC alloue 1% dans le secteur. Et nous avons un régime aujourd'hui qui ne cesse de crier respect de la Constitution, respect. Si déjà le président, le pays, dirigé par Félix-Antoine Tshisekedi, n'arrive pas à respecter cette charte, est-ce que le pays est en mesure de respecter des décisions internes? Dire que les chefs de l'État ne respectent pas, je pense que ce n'est pas les mots appropriés. Et qu'est-ce qui est approprié? Parce qu'on parle de 10% et on alloue 1%. Laissez-moi, je suis votre invité. Les Congolais ont besoin d'écouter ce que je suis en train de vouloir dire en ce net moment. Je saisis votre question. Je voudrais expliquer, en fait, pour que les Congolais sachent que le pays, quand il accède à la signature au niveau de la sous-région, de la région ou au niveau international, il appartient désormais au ministre sectoriel, au gouvernement d'en appliquer, d'en assurer le suivi et d'en appliquer. Alors, lorsqu'il y a une faiblesse qui est relevée, par exemple, qui vote le budget? Ce n'est pas le chef de l'État qui vote le budget. Tout travaille sous l'impulsion de l'État. Non. Nous avons trois pouvoirs dans notre pays. Il y a lié que je puisse vous rappeler. Il y a le pouvoir exécutif, il y a le pouvoir législatif, ainsi que celui des lois, le pouvoir de justice. Alors, le budget est préfabriqué par le gouvernement. Il est finalement
concrétisé ou bien invalidé par les députés au niveau de l'Assemblée nationale. Mais vous allez voir les députés qui ignorent une question aussi cruciale de l'intérêt de la nation et qui n'y accordent pas un crédit. Félix, donc nous devons interpeller. Les garants de bon fonctionnement des institutions, n'est-ce pas? Oui, les chefs de l'État et les garants. C'est le numéro 1, le premier des Congolais. Oui, les chefs de l'État et les garants du bon fonctionnement des institutions. Il doit également veiller. Voilà pourquoi, chaque jour qui passe, parce que la raison hier était que notre budget était modique, et aujourd'hui, avec les efforts impulsés par les chefs de l'État, avec l'augmentation triplé du budget. Aujourd'hui, nous sommes en train d'avoisiner 16 milliards. Donc, il est important que les députés, que l'Assemblée nationale, que la représentation du peuple puissent prendre la question du ministère de l'Agriculture en main et que dans le budget prochain, qu'on puisse en tout cas voir hausser le budget alloué au ministère de l'Agriculture. Merci beaucoup, Joseph Boulaboula, d'avoir bien évité ma question. Madame, Monsieur, prenons à présent le premier dossier de notre rendez-vous de la semaine. Le briefing presse de ce lundi 20 février 2023 était axé sur l'état des finances publiques. Pour ce faire, le ministre de la Communication et Médias a co-animé avec son homologue des Finances un exercice de redevabilité, question de donner une ouverture sur l'année 2023, a renchéri le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Nous savons tous que l'année 2022 a été une année globalement positive parce que nous avons réussi successivement 3 revues. Il y a une mission du Fonds qui a séjourné récemment en République démocratique du Congo. On voudrait que dans ces cadres, vous puissiez nous donner un peu, nous faire plus ou moins le bilan de comment 2022 s'est terminé et donner une ouverture sur l'année 2023. Le ministre des Finances s'est fait accompagner par Madame la vice-ministre des Finances. Prenant la parole, Nicolas Kazadi fait en quelques lignes le bilan de l'année 2022. Pour l'argentier national, 2022 était une bonne année avec des réalisations excellentes, bien que cette dernière a été particulièrement difficile. 2022 a été une année particulièrement difficile. Pourquoi? Parce que bien que nous ayons eu de bonnes performances en termes de croissance économique et en termes de recettes publiques, nous avons dû faire face à quelques grands défis. Le premier des défis, c'est bien entendu cette situation sécuritaire qui, à elle seule, a consommé près d'1 milliard de dollars, plus de 700 millions de dollars exceptionnels, hein, des dépenses exceptionnelles liées au contexte. Parce qu'il faut réarmer notre armée, parce qu'il faut la rééquiper, il faut la refaire, il faut la refonder. Mais il y a eu aussi les subventions pétrolières pour lesquelles on a dépensé près de 500 millions de dollars l'année passée. Et il y a bien entendu les élections pour lesquelles on a également dépensé près de 500 millions de dollars. Malgré ces grands défis sécuritaires et électoraux, nous avons réussi l'année passée à tripler les dépenses d'investissement. Le chemin que parcourt la République démocratique du Congo est très bon, ce au-delà de tout, a ajouté Nicolas Kazadi. Au bord d'un génocide social, c'est ce qu'on peut lire sur les affiches des agents et cadres de la DGRK qui ont manifesté ce mercredi devant l'IGF. Plus de 3 mois après avoir adressé au chef de l'État un mémo reprenant leurs desiderata, ces travailleurs de la première régie financière réclament principalement la mécanisation, l'augmentation des salaires et la prise en charge des soins médicaux. À travers leur porte-parole, ils exposent ici la raison de leur visite à l'inspection générale des finances. La démarche d'aujourd'hui a consisté de venir voir l'inspecteur général des finances, chef de service, pour lui présenter le mémo et faire le suivi du mémo que nous avions déposé en septembre 2022, où nous avions adressé la problématique ou le problème qui ronge, qui mine aujourd'hui la DGRK, et on voulait un peu en savoir où est-ce que nous en étions. Et aussi, nous avons échangé fructueusement avec l'inspecteur adjoint qui nous a reçus dans son bureau et on a échangé, on a exposé tous les problèmes de la DGRK. Nous lui avons dit qu'il s'est profilé à l'horizon un génocide social à la DGRK de par le traitement inadéquat de tout ce qui se passe à la DGRK.
Après leur entretien avec l'inspecteur général adjoint, le représentant des agents et cadres de la DGRK s'est dit rassuré. Je crois que ça sera porteur d'un résultat et nous rassurons tout l'ensemble du personnel de la DGRK que l'IGF a été très attentif et je crois que dans les jours à venir, ils vont faire le nécessaire pour que l'image de la DGRK soit redorée. Dans leur attente pour obtenir gain de cause, les manifestants restent optimistes quant à un changement au sein de la régie financière de la ville-province de Kinshasa. Située à 7 km du cimetière de Kinkole de la commune de Lantsele, la cité de médecins est un site qui abrite plusieurs logements construits pour le médecin de service public de l'État. Ce projet réalisé par le Sinamed ASBL en collaboration avec CIFAC date de près de 10 ans. Ainsi, les occupants de cette cité déplorent l'inefficacité du gouvernement dans la construction de la route. Une situation qui pénalise les déplacements de quelques médecins déjà logés sur place. Et nous pensons que le moment est venu pour que, dans un bref délai de tout au plus 3 mois, que la route soit balisée, pas nécessairement en bitume, mais en terre bâtie, pour que les médecins accèdent à leur site. À cause de l'état de la route, ici, ces femmes de médecins renseignent que leurs véhicules ne peuvent même pas atteindre leur domicile. Vraiment, nous demandons qu'on puisse nous faire la route. Parce que si nous avons nos véhicules, on a abandonné ça là-bas parce que vous-même vous êtes venu, vous avez vu comment il a routé. Donc c'est vraiment difficile. Il y a trop de sable. Si vous êtes coincé dans le sable, vous pouvez faire même 3 à 4 heures du temps là-bas pour sortir. Descendu sur le lieu pour s'enquérir de la situation, la délégation du bureau du Sinamed, conduite par le docteur Fabien Zoko, en appelle à la responsabilité du gouvernement. Il faut reconnaître que la route relève des attributions de l'État. Autant l'eau, autant l'électricité. Parce que si en attendant pour l'eau, il y a des problèmes de forage, si l'on peut recourir à des panneaux solaires pour éclairer sa maison, mais pour la voie d'accès pour la route, nous en appelons à la responsabilité du gouvernement. Par ailleurs, les bureaux du Sinamed a à cette occasion remis des clés des maisons à quelques médecins souscripteurs à ce projet. Contrat chinois au scandale financier du siècle en République démocratique du Congo. Selon les révélations de l'IGF, 76 milliards de dollars de gains pour les entreprises chinoises contre 3 milliards de dollars d'infrastructures pour la République démocratique du Congo. Joseph Boulaboula, votre réaction par rapport à ces révélations de l'IGF? Il est déplorable, madame, que nous puissions en tout cas assister à un désastre comme celui-là. Je vous avoue, signé depuis 2008. Je vous avoue que ceux qui avaient en tout cas négocié ces contrats sont plus nuisibles que les M23. Ah, vous parlez du régime de Kabila parce bien évidemment, parce que vous avez dit que les contrats étaient signés depuis 2000 combien? 2008. Alors imaginez qui était aux affaires en cette période-là. Vous pouvez vous rendre compte dans quel état on a finalement foncé notre pays. La République démocratique du Congo a été vendue aux enchères. Comment vous pouvez hypothéquer l'avenir de tout un peuple au travers d'un contrat qui n'a pas d'avenir? Vous signez un contrat où vous prenez tous les minéraux, où vous prenez les ressources naturelles, vous hypothéquez 76 milliards. Qu'est-ce que nous bénéficions en retour? Nous bénéficions quelques infrastructures, entre guillemets, évaluées à 900 millions, près d'1 milliard. Madame, est-ce que vous pouvez vous rendre compte? Lorsque le chef de l'État avait dit en son temps que ce pays était presque perdu, il avait raison. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte aujourd'hui, les Congolais, que le chef de l'État avait raison lorsqu'il prononçait cette phrase-là? Ça signifie qu'il avait posé un diagnostic, il avait évalué les risques et les avantages qu'il avait bénéficié de son prédécesseur, qui du reste, en tout cas, il mérite en tout cas une qualification de plus que les M23. Vous parlez de ce contrat un peu, dites-nous concrètement, on parle de ce contrat
un contrat qui n'a pas bénéficié, donc des contrats, parce qu'on parle des entreprises chinoises, des contrats qui n'ont pas bénéficié à la République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, il y a des voix qui estiment que c'est juste un acharnement. Non, ce n'est pas un acharnement. Vous savez vous-même comment les Chinois ont envahi notre pays. Nous n'avons pas une seule ville qui pourrait se dire aujourd'hui qu'il n'y a aucun Chinois. Dans tous nos villages, les Chinois y sont, ils exploitent. Ça signifie que Joseph Kabila, avec son gouvernement de prédation, avait alloué ou avait accordé un délai de 30 ans aux Chinois pour exploiter nos minéraux. Pour exploiter nos minéraux. Et pour quel intérêt? Voilà, l'intérêt c'est celui-là qui reste mesquin. L'intérêt jusque-là, il devrait prendre le courage de venir expliquer à la nation. Vous voulez que Joseph Kabila... Mais moi je l'invite parce que c'est un scandale et ça repose sur ses épaules. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. C'est l'homme le plus silencieux du monde. Nous allons lui demander dans l'avenir à s'exprimer. Nous n'allons pas rester... Et par quel moyen vous allez convaincre Joseph Kabila? Nous n'allons pas rester éternellement inactifs ou nous n'allons pas finalement manquer des explications quant à sa gestion au niveau de notre pays. Vous savez, en 2024, lorsque nous aurons une majorité adéquate, une majorité responsable, une majorité capable de prendre en main le destin du pays et réfléchir froidement sur toutes les questions de la nation, rassurez-vous que toutes les clés qui ont été mises dans beaucoup de lois pour que enfin nous puissions assister à une république des intouchables, rassurez-vous que nous reviendrons. Souvenez-vous, le chef de l'État a dit à l'époque que nous allons normalement mettre en place dans notre pays une justice transactionnelle où toute personne qui a commis des exactions dans notre pays devrait venir répondre devant ses actes. Donc je suis sûr que le silence utopique de M. Joseph Kabila, un jour, il va s'arrêter. Parlons toujours de ce contrat. Vous avez dit que les Chinois sont partis, mais aujourd'hui, il y a des révélations faites par certaines personnes pour dire que vous êtes quand même au courant que la route Matadi, qui est en construction, a été emportée par la dernière pluie qui a arrosé la capitale congolaise, non? Oui. Et selon certaines sources qui nous ont contactés, cette route était donnée, confiée à l'entreprise de grands travaux, mais après on a confié cette route à une entreprise chinoise. Et ça, ce n'est pas Joseph Kabila, c'est Félix Tshisekedi qui est au pouvoir. Non. Il faut pas affirmer... des histoires sans... Non. Cette route, vous l'avez bien affirmé, je prends sous réserve qu'elle a été normalement allouée à l'entreprise chinoise, mais il faut qu'on vérifie vraiment, je ne suis pas convaincu. Mais moi, je vous donne les sources. Je vous dis que les personnes qui nous ont contactés ont dit que les travaux exécutés par l'entreprise de grands travaux évoluaient très bien. Oui, vous savez, on ne peut pas voir dans la main-d'œuvre chinoise que de la mauvaise volonté ou du mauvais côté. Ça signifie que si nous prenons les contrats miniers qui ont été exacerbés à l'époque par Kabila et ses acolytes, c'est différent aujourd'hui parce que ce n'est pas toute la Chine qui est mauvaise. Ce n'est pas toutes les entreprises chinoises qui sont mauvaises. Il y en a ceux qui sont malins, qui ont signé certains contrats mafieux avec le régime. Mais si le gouvernement estime que... Mais quel régime? Je parle maintenant de la question de la route nationale qui conduit vers Matadi. Okay. Si le gouvernement a estimé qu'au regard des justifications, au regard des motivations montées par une entreprise chinoise, qu'elle peut être à mesure de réhabiliter convenablement. L'État décrit quand même cet ouvrage, la qualité de l'ouvrage. Non, la population est dans ses droits. Vous savez, c'est la vigilance citoyenne. Et réclame l'entreprise de grands travaux. Lorsque la population, qui est d'ailleurs le premier bénéficiaire de cette voie nationale numéro 1, trouve qu'il y a quelque chose qui n'a pas allé, même si c'est le gouvernement Tshisekedi ou le gouvernement Sama Lukonde qui en a été, nous sommes à même de les dénoncer. C'est ça la différence avec le gouvernement antipode de Kabila et le gouvernement de Tshisekedi. Du temps de Tshisekedi, quand quelque chose ne va pas, vous sentez que tout à l'heure, là, l'opinion est alertée et nous invitons le gouvernement, nous invitons les autorités étatiques à s'impliquer pour que cette situation puisse être réglée. Est-ce que c'était une bonne décision pour l'IGF de mettre à la place publique ce rapport qui nous révèle les contrats chinois?
Oui, mais c'est le rôle d'ailleurs de l'IGF. Vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure là, depuis du temps de Kabila, il y a beaucoup d'histoires dont l'opinion publique n'était pas informée. Pour quelle raison? La simple raison était que le gouvernement de Kabila avait pris en otage le service de l'IGF. Mais l'IGF, aujourd'hui, l'IGF mène des enquêtes, oui, c'est bien, mais est-ce que c'est à lui de faire des révélations ou il doit donner les conclusions à la justice? L'IGF, c'est dans ses attributions, l'IGF c'est la sentinelle du peuple. L'IGF en tant que police pour le non-détournement des deniers publics ou des finances, lui, quand il conclut son rapport, il le met à la disposition de l'opinion publique, il transmet... Ah bon? Je dis ceci, en plus de le transmettre, par exemple, acquis des droits au ministère de la Justice, par exemple, il va de son droit de publier quelque chose dans ses annuels afin que l'opinion soit informée. Moi, je ne pense pas que nous pouvons lui reprocher d'avoir chaque fois, lorsqu'il conclut une étude ou une mission d'enquête, le fait pour lui de tenir par exemple un point de presse. Moi je pense que ça éveille la conscience du peuple. Et comment réagissez-vous à ceux qui estiment que le travail parfois que fait l'IGF n'encourage pas les investisseurs à venir investir en RDC? Non, non, c'est que fait l'IGF. C'est que fait de rendre public certaines choses et surtout qu'on parle d'un acharnement par certaines personnes. Je vous dirais simplement qui se sent mauvais se mouche. Prière de... Regardez de plus près tous ceux qui semblent être gênés par le travail de titan et remarquable fait par Gilles Alinguetti. Rassurez-vous qu'ils doivent avoir mis la main dans le pétrin et qu'ils ont une tâche d'huile sur leur parcours. Parce qu'aujourd'hui, si vous allez par exemple en Europe, aujourd'hui, dès que vous arrivez par exemple aux affaires, on évalue vos passifs, vos actifs, on évalue l'immobilier que vous pourrez avoir, afin que nous puissions, en tout cas le public ou l'opinion, puisse être à mesure de suivre la manière dont vous gérez. J'ai parlé tout à l'heure là de la gouvernance démocratique, de la lutte contre la corruption. Comment nous allons lutter contre la corruption si l'IGF qui est censé alerter et les gouvernants et l'opinion publique doit être réduit au silence? Et on accuse aussi l'IGF, pas l'IGF mais Gilles Alinguetti de protéger certaines personnes. Ceux qui estiment que Gilles Alinguetti protégerait certaines personnes, il va de leur droit de les dénoncer avec des éléments probants. Il suffit pas. Chibangou est passé même sur ces plateaux avec des éléments et il a même affirmé avoir tout fait pour rencontrer Gilles Alinguetti. Ça n'a pas été le cas. Non, déjà cette démarche de vouloir aller rencontrer une personne que vous reprochez. Mais pour avoir la version des faits. Non. Que dit la loi? Que dit la loi? Il a quand même le droit parce qu'il mène des enquêtes quand il a de fait d'aller vers la source, mais quand la source ne reçoit pas la personne, c'est-à-dire qu'il y a lieu de s'inquiéter. Non, qu'est-ce que monsieur le journaliste devrait faire? Il a obtenu une information concernant un prétendu détournement ou une protection à l'endroit d'un Congolais ou d'un autre. Il n'a qu'accéder, par exemple, les comptes de l'IGF est public. Le site de l'IGF est accessible à tous. Quelles sont les informations que lui a besoin d'avoir la vérification ou la fiabilité qui nécessite seulement son face-à-face avec Gilles Alinguetti? Vous ne trouvez pas qu'il y a aussi de quoi s'inquiéter lorsque vous demandez à rencontrer quelqu'un pour avoir sa version des faits et que la personne ne vous donne pas cet accès? Il y a de quoi s'inquiéter en tant que journaliste. C'est ce que nous reprochons aussi dans le monde journalistique, parce que vous savez, les médias, c'est le quatrième pouvoir, mais la plupart de nos journalistes ont perdu ce sens, cette déontologie journalistique, ce sens de réserve. Vous savez, la plupart d'eux, lorsqu'ils sont devant des dossiers, et ce sont des dossiers de haut cadre du pays, ils ne partent pas pour entretenir les questions, mais il y a un agenda caché derrière. Chibangou est là, il part vers l'IGF pour avoir sa version des faits. Pourquoi Alinguetti n'ouvre pas sa porte à Maï Chibangou? Il y a de quoi s'inquiéter sur le travail de l'IGF et donner raison certainement aux membres, certains observateurs qui s'inquiètent. Je ne défends pas Gilles Alinguetti, je ne remets pas en cause les démarches de votre confrère journaliste, mais je lui conseillerais par exemple, parce que la porte de M. Alinguetti ne lui est pas ouverte, il n'a qu'à les déposer, ces résultats des enquêtes, par exemple, acquis des droits à l'instance judiciaire. À l'IGF, s'il ne s'est pas rencontré Gilles Alinguetti, il a son adjoint, il y a des chefs de service,
il y a toute une administration qui est mise en place. Il semblerait qu'il y a même des chefs des services qui ne sont pas d'accord avec certaines choses que Gilles Linguetti est en train de faire. Oui, mais ça va de la gestion interne d'une entreprise. Même vous ici au niveau des Congo Web Télévision, j'espère que lorsque vous n'êtes pas d'accord sur un point ou X ou Y, vous ne pouvez qu'exprimer votre ras-le-bol. Moi, ça, nous ne pouvons pas aller jusqu'à... moi, j'estime que ça va de l'air droit. Joseph Boulaboula, analyste politique aux allures d'un membre du parti au pouvoir. Madame, Messieurs, prenons ce deuxième dossier de notre rendez-vous de la semaine. Meilleure de toutes, rigide et plus protectrice des droits de l'homme que d'autres lois fondamentales avant en RDC, c'est ce qu'a dit ce constitutionnaliste congolais et notamment professeur extraordinaire de droit à l'Université de l'Afrique du Sud, André Mbatamango Betoukoumessou, premier vice-président de l'Assemblée nationale en RDC, au sujet de l'actuelle constitution de son pays qui a totalisé en ce 18 février 2023, jour pour jour, 17 ans de son existence. Elle est la meilleure parce qu'elle pose les principes fondamentaux de l'état de droit, du constitutionnalisme. Elle protège également d'une façon particulière, plus qu'aucune autre constitution auparavant, les droits auxquels les Congolaises et les Congolais, le droit donc que les Congolaises et les Congolais peuvent exercer dans notre pays. C'est la raison pour laquelle le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, revient constamment sur le thème de l'état de droit. Parce que c'est dans la Constitution, en adoptant cette Constitution, nous voulions établir un état de droit, mais aussi une nation puissante et prospère. Parce qu'il était évident, il en sera de même, que nous ne pouvons pas bâtir au cœur de l'Afrique une nation puissante et prospère sans un état de droit. Cette constitution est la plus rigide. C'est depuis son 10e anniversaire que l'IDGPA a pris l'initiative de la célébrer chaque année. La raison, selon le président de l'Institut pour la démocratie, la gouvernance, la paix et le développement en Afrique, est telle qu'elle est la loi fondamentale de la nation. C'est la loi fondamentale du pays. C'est elle qui nous organise, la Constitution. C'est celle qui constitue l'État de la République démocratique du Congo. 17 ans de l'existence de la Constitution de la RDC célébrée par l'IDGPA pendant que la RDC fait face à l'agression rwandaise via la M23. Le professeur Jacques Ndjoli, l'autre intervenant de l'activité, précise pendant que la Constitution est un instrument de survie et de sauvegarde de la nation. Il est bien écrit que la République démocratique du Congo est dans ses frontières de 30 juin 1960 un État de droit souverain. Et nous allons à la prochaine session amender cette disposition pour ajouter que le territoire congolais a une superficie de 2 345 410 km² pour que tous savent qu'aucun centimètre de cette 2 345 410 ne peut partir. Nous allons mettre ça dans la Constitution comme un acte constitutif. Pour votre gouverne, la création en 2006 de l'actuelle constitution pour la RDC intervient après celle de plus d'une dizaine d'autres. Sa célébration ce samedi 18 février 2023 par l'IDGPA était placée sous les thèmes Constitution, Justice et Élection. La Voix des Sans-Voix a fait une descente dans la commune de Massina où il a conscientisé la population de ce coin de la capitale sur le droit de l'homme. Cette campagne de sensibilisation n'est pas passée inaperçue auprès des habitants de Massina. Tous ont exprimé leur satisfaction pour cette campagne. Bossilo Okoko, l'un des organisateurs, a expliqué l'objectif de cette sensibilisation. Cette campagne est pour faire comprendre aux gens et faire connaître qu'est-ce que c'est le droit de l'homme. C'est leur droit, parce que chacun a ses droits. Il y a des personnes qui disent droit de l'homme est Ngoya Bino, comme si lui n'a pas de droit. Toute personne créée par Dieu a ses droits à partir du sein de sa mère. C'est pourquoi le droit de l'homme est inaliénable et inhérent. Si on connaît ses droits, on va se défendre lui-même. Si on ne connaît pas, c'est pourquoi nous voulons sensibiliser la population pour qu'elle sache ses droits, qu'ils ne soient pas malmenés par d'autres personnes, surtout les policiers, d'autres personnes qui ne savent pas qu'est-ce que c'est. La revendication de droits ne se fait pas par force, mais de façon pacifique, a-t-elle exprimé Abeti Kinyandi, participante à la campagne.
nous aide à à élargir nos connaissances. Parce que le milieu est un peu reculé. Disons, il y a beaucoup de gens qui ne savent vraiment pas leurs droits, quels sont leurs droits, qu'est-ce qu'ils peuvent faire face à un problème, comment se défendre. Alors cette sensibilisation nous aide vraiment à faire face à certaines difficultés de la vie, face aux policiers, face aux incultes du quartier. Bon, ce que j'ai retenu, c'est que si seulement on veut revendiquer quelque chose, qu'on ne le fasse pas par force ou avec violence, et que ça soit une revendication pacifique. Signalons par ailleurs que la population de Massina a salué cette sensibilisation et invite la voix de son voix de l'accompagner afin de connaître ce droit pour les revendiquer au sein de la société. Phénomène Kuluna dans la capitale de la République démocratique du Congo, on en parle presque chaque jour qui passe. Ces phénomènes sont signalés dans plusieurs communes de la capitale congolaise. Joseph Boulaboula, que faut-il faire pour sécuriser la population congolaise? Surtout à Kinshasa. Merci madame pour cette question de sécurité. Vous savez que ça relève d'une attribution constitutionnelle à l'endroit de la police. La police est appelée à protéger, à sécuriser la population et c'est bien. C'est une mission en tout cas lui confiée par la Constitution et elle doit en assumer toute la responsabilité. Il est déplorable de constater quelques foyers de Kuluna dans presque beaucoup de communes. Malgré les efforts qui ont été consentis, la volonté exprimée par les chefs de l'État, qui en a d'ailleurs fait son cheval de bataille avec l'instauration notamment du service national au niveau des Kanyamaka CC. Malheureusement, ces phénomènes semblent refaire surface seulement parce avec des allures très inquiétantes. Parce que l'autorité policière au niveau de Kinshasa a simplement baissé des gardes. Donc c'est l'occasion pour moi d'interpeller le général Silvano Kasongo, d'écouter les cris d'alarme de la population, de prendre en compte ses responsabilités, je voulais dire, de mobiliser ces hommes afin que soit sécuriser la population innocente. Imaginez-vous, vous revenez d'un service, on va vous arracher votre montre, on va vous couper votre mâchoire. C'est quel pays? On est où là? On est où? On est dans le pays de Félix Tshisekedi. Nous sommes dans le pays de Félix Tshisekedi. Le pouvoir est d'attribution. Lorsque le chef de l'État vous confie une responsabilité et que vous estimez que vous n'êtes pas à la hauteur, il faut jeter les tabliers. Nous devons arriver... C'est une culture congolaise. Nous devons, c'est pourquoi je dis, lorsque nous voulons aller vers le développement, on ne doit pas rester sur place. Celui qui n'avance pas recule. Imaginez-vous, faites une allusion, s'il vous plaît. Nous sommes ici à Kinshasa, le développement se trouve être à Kikwit. Qu'est-ce que l'on fait pour arriver au développement? Nous devons marcher. Nous devons marcher en améliorant notre façon d'agir, notre façon de réfléchir, notre façon de poser les actes. Nous devons nous amender. Lorsque vous êtes chef d'une institution quelconque et que vous estimez que vous n'allez pas réussir la mission confiée, il faut jeter les tabliers. Mais pourquoi vous savez tous que le général Silvano Kasongo n'est pas venu avec Félix Tshisekedi? Tshisekedi l'a trouvé. Mais la population se pose des questions. Pourquoi les changements à la tête de ce service traînent? Vous savez, c'est le chef de l'État qui est le garant du bon fonctionnement des institutions. On estime que ça ne va plus avec la personne. Le chef de l'État dispose sur sa table toutes les informations nécessaires du service de la nation, n'importe lesquelles. Donc, c'est à lui, il lui appartient dans son pouvoir discrétionnaire. Il sait à quel moment augmenter les manivelles, à quel autre moment jouer. Vous savez, il y a beaucoup d'exigences, il y a beaucoup de nécessités. C'est lui qui sait commander, c'est lui qui sait à quel moment il posera tel acte. J'espère en tout cas qu'il viendra le moment où il prendra des décisions. Moi, je ne sais plus comprendre pour que les phénomènes d'embouteillage, par exemple, finissent à Kinshasa. Il faut que les chefs de l'État descendent dans les rues. Il faut que les chefs de l'État aient ces visiteurs
qui viennent par exemple à Kinshasa, un chef de l'État qui vient visiter la RDC, lorsque vous voyez les Là, staff, la circulation est lorsque fluide. vous voyez les staffs de Banamura ou encore les Chikata descendre dans la rue, c'est comme ça que vous pouvez voir la population circuler aisément. Et pourtant, l'autorité de la ville, en ce qui concerne la police, devrait s'impliquer pour que la population puisse vaguer librement à ses occupations. Mais il est déplorable. Nous assistons aux embouteillages, nous assistons aux roulages qui ne font pratiquement rien. Je me demande, pour la plupart. Hein? En tout cas, j'invite le général Silvano Kasongo de se réveiller de son profond sommeil afin que soit rétablie l'autorité de l'État sur la route de Kinshasa. Et le travail des policiers dans la police routière. Oui, mais c'est aussi... On les accuse aussi d'être à la base de ces embouteillages. Il n'y a pas de fausses troupes, madame, il n'y a qu'infomètre. Si les policiers aujourd'hui se méconduisent sur les artères de la ville de Kinshasa, en allant jusqu'à quémander, en allant jusqu'à poser des actes qui sont en tout cas honteux, en plus des efforts qui sont fournis par exemple par le chef de l'État pour l'amélioration des conditions sociales, leur salaire qui se vit être augmenté, moi je pense qu'il y a un problème d'éthique. Il y a un problème d'hommes. Et à cela, nous nous en prenons à leur autorité, à leur commandant, le général Silvano Kasongo. C'est à lui de prendre ses responsabilités en main, afin que soit rétablie immédiatement la sécurité pour les Kinois, mais aussi faire en sorte que les embouteillages auxquels nous sommes confrontés matin, midi, soir... Vous êtes quand même conscient qu'avec l'avènement de Félix-Antoine Tshisekedi, les phénomènes Kolona a pris quand même des allures très inquiétantes à Kinshasa, non? Non. Par contre, il faut évaluer cette question dans son ensemble. Depuis l'avènement du chef de l'État aux commandes de la nation congolaise, bien évidemment, ces phénomènes avaient été maîtrisés. Je vous ai parlé de l'avènement du service Kanyamaka CC. C'est tous les Koulouna qui étaient, en tout cas, qui avaient pris conscience, qui avaient finalement compris qu'on ne devrait pas s'en prendre aux paisibles citoyens. Quand le chef de l'État donne une vision, impulse quelque chose, il appartient à ceux qui sont en train d'en assurer la gestion quotidienne de pérenniser ça dans le temps. Donc le chef de l'État a dit, Niet, le Koulouna, nous devons aller à Kanyamaka CC. Il faut aussi que la population collabore avec la police. Il faut aussi que la population qui a une part de responsabilité dans ça puisse dénoncer les Koulouna, tous les malfrats dans les quartiers, que les chefs de quartier, que les chefs de riz puissent se saisir de la question, coopérer avec la police, afin que la police fasse aussi bien son travail. Et comment voyez-vous aujourd'hui, vous avez suivi la célébration de l'anniversaire de la Constitution de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, il y a des voix qui estiment qu'il est temps de revoir certains articles de cette Constitution parce qu'elle n'est pas adaptée ou elle n'a pas été faite à la hauteur des réalités de la République démocratique du Congo. Oui, j'ai suivi la célébration de l'anniversaire, les 17 ans d'anniversaire de notre Constitution, organisée par le prof Mbata, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, qui d'ailleurs, en passant, je lui présente un bon week-end, à côté avec son collègue, le prof Njoli. J'ai écouté, vous savez que la Constitution, c'est la loi fondamentale d'un pays. C'est presque le miroir, c'est la Constitution qui organise le pouvoir politique dans une nation. C'est la Constitution qui... c'est notre boussole. En fait, c'est le thermomètre de la vie d'une nation. Alors, bien évidemment, 17 ans après, tout n'est pas rose, tout n'a pas été comme dans un paradis. Sûrement, il y a des faiblesses, vu l'évolution de l'histoire de notre pays, vu sa culture, vu, il y a beaucoup de considérations qui peuvent être prises en compte. Nécessairement, comme le disent certains scientifiques, il est de bonne loi que cette constitution puisse être révisée, que nous puissions l'adapter à l'évolution. Mais à des conditions. C'est là où je ne suis pas d'accord. C'est là où je suis pas d'accord avec le prof Njoli que j'ai suivi tout à l'heure au travers de l'élément que votre régie a balancé. Il dit qu'à la session prochaine, nous devons en tout cas amender pour dire par exemple mettre les accents sur la protection de l'étendue du territoire national dans ces centimètres, dans les détails. Je ne suis pas d'accord parce qu'avant de toucher à la Constitution, il doit s'en souvenir qu'il faut d'abord
parler de la question de l'état de siège. On ne peut pas réviser une constitution aussi longtemps que nous sommes à l'état de siège. Or, l'état de siège, jusque-là, c'est la voie salvatrice choisie par les chefs de l'État pour tenter de contenir la question de la sécurisation de l'Est du pays. Lorsque lui vient en opposer pour dire qu'à la session prochaine, nous allons parler sur... moi, je trouve que c'est utopique. Madame, Messieurs, à présent, prenons le troisième dossier de notre rendez-vous de la semaine. Vous le savez, c'est l'opération, l'opération d'identification, bien sûr, et d'enrôlement des électeurs se poursuit à travers la République démocratique du Congo. Dans le cadre de la stratégie de l'OIF 2023-2030, ils ont comme ambition de créer un espace de paix et de stabilité. Et pour ce faire, ils veulent accompagner les institutions en charge des processus électoraux et avec un accent évidemment particulier sur l'observation des élections qui doivent être fiables, bien sûr, libres et transparentes. Alors, à ce jour, c'est une première rencontre avec Monsieur le Président de la CENI, Monsieur Denis Kadima, qui est une rencontre de travail. Nous avons discuté sur le processus électoral à travers les différentes aires géographiques, les chiffres qui sont positifs, encourageants. Également, recueillir un petit peu des informations sur le déroulé des différentes étapes eu égard au calendrier électoral. Il faut aussi que je vous rappelle peut-être que dans le passé, l'OIF a eu à proposer son expertise à la République démocratique du Congo à travers des observateurs indépendants, internationaux, qui sont venus d'une part auditer le fichier électoral et puis également participer à travers les bureaux pour observer le processus électoral. J'ai également bien sûr souligné à M. Kadima que nous sommes tout à fait ouverts à une collaboration entre la CENI et le bureau de la représentante personnelle du chef d'État pour aider justement à ce que, au niveau diplomatique, l'action du processus électoral de la République démocratique du Congo soit connue, soit bien explicitée et également puisse être transparent puisque c'est la volonté du président de la République. Je suis très satisfaite de nos échanges. J'ai beaucoup apprécié l'opportunité d'ouverture que M. Denis Kadima nous a offert et nous nous sommes décidés de bien sûr collaborer étroitement afin que ce processus électoral qui est souhaité par l'ensemble de la population congolaise et initié à travers la vision du chef de l'État soit tel que c'est, c'est-à-dire transparent, indépendant et inclusif. Il est à peine 11h50 lorsque l'escorte des Land Cruiser 4x4 tout-terrain dépose le chef du parti au pouvoir à l'aéroport international de Ndjili pour son vol à bord de SGL Aeronautica en direction de Mbujimayi au Kasaï oriental. C'est au bout d'une heure et demie passée dans les airs que Augustin Kabouya, vêtu de la tête aux pieds aux couleurs de la colombe blanche comme neige, lors de sa descente d'avion, s'offre une marée humaine avec laquelle il a fait le pied sur sa demande de l'aéroport de Bipemba au rond-point Mwaloussé, soit un trajet de plus de 5 km. Enseigné mythique, chant et danse à la gloire du chef. La communion est parfaite entre Mwanabouté et sa base est-kassaïenne. D'un ton ferme, le secrétaire général de l'UDPS a demandé à la masse de ne plus se laisser manipuler par qui que ce soit pour saper l'honneur des officiels et autres membres du parti, mais plutôt de prendre tous conscience de la détermination du chef de l'État Félix Tshisekedi à faire sortir du gouffre l'espace Grand Kasaï en particulier et toute la RDC en général, à travers notamment les projets de développement à la base de 145 territoires. Province Wakasaï oriental,
Prenons le cas de la Miba au Kasaï oriental. Est-ce que ce sont les filles et fils de la ville de Mbujimaï qui l'ont mis en faillite? Vous, nos anciens, vous devriez expliquer ça à nos jeunes, puisqu'ils doivent connaître la vérité. Pas non plus de distractions en ces moments d'enrôlement des électeurs, a insisté le chef du parti au pouvoir. Augustin Kabouya attend voir la population du Kasaï oriental s'enrôler massivement, histoire d'accroître le nombre de sièges aux législatives. C'est aussi pour accroître l'électorat du parti au pouvoir que son secrétaire général ne voudra pas que ceux qui tiennent à se déplacer avec lui pour Miabi, à 35 km de Mbujimaï, ne puissent pas s'y enrôler ou chercher à obtenir une deuxième carte. C'est pour la troisième fois que le secrétaire général du parti au pouvoir Union pour la démocratie et les progrès sociaux s'est rendu à Mbujimaï dans le Kasaï oriental. Et sur place, Joseph Boulaboula, vous avez suivi, Augustin Kabouya a drainé du monde. Et puis, il a demandé à la population de cette partie de la République démocratique du Congo de voter pour Félix-Antoine Tshisekedi lors de prochaines élections prévues selon la Constitution en décembre 2023 et selon également le calendrier qui a été rendu public par la centrale électorale. Est-ce une peur pour le parti au pouvoir d'éviter la débâcle lors de ces votes? Oui, madame, je vais commencer par rectifier. Le secrétaire général de l'IDPS, M. Augustin Kabouya, n'a pas demandé à la population kassaïenne, à l'occurrence celle de Mbujimaï ou de Miabi où il a été Vous êtes sûr? Est-ce que vous l'avez bien suivi? Il n'a pas demandé à la population de voter. Il a demandé par contre à la population de s'enrôler massivement en prélude des élections. Bien suivre, hein, parce que je pèse et je sais de quoi je parle. Non, c'est ce que je l'ai suivi aussi en intégralité. Je suis conséquent de ce que je suis en train de dire. Il a parlé en Chiluba, il y a des traductions qui existent. Il a demandé à la population de Mbujimaï de s'enrôler massivement, d'éviter la distraction, de ne pas en tout cas s'enrôler 2 fois par exemple, afin d'augmenter les chances de faire accroître le nombre de sièges à Mbujimaï et à Miabi, afin d'être éligible, de posséder l'ossature d'un électeur en 2023. De qui? Oui, mais vous pensez que Kabouya peut aller demander à la population de se faire enrôler pour quelqu'un d'autre? Non. Vous pouvez l'entendre dire, ok, allez-y enrôler, mais c'est pour Félix-Antoine qu'il est en train de faire. Oui, parce que est-ce une peur d'abord pour les partis au pouvoir d'éviter une débâcle lors de prochaines élections? Je vais y revenir. Lorsque vous dites qu'il est... à ma question. Mais il faut que l'opinion d'abord sache. Non, non, c'est une tâche. C'est une tâche. De ça parce que Kabouya le voir, à moins que vous ne soyez... mais Kabouya ne peut pas se déplacer pour aller demander à la population seulement d'aller prendre une carte d'électeur et pour quelqu'un d'autre. Je vais en arriver. C'est pour Félix-Antoine Tshisekedi. Je vais en arriver. C'est pour Tshisekedi, oui ou non? Je vais en arriver. Laissez-moi. C'est pour Tshisekedi, oui ou non? Si c'est oui, répondez directement à ma question. Est-ce une peur pour éviter la débâcle lors des élections de 2023? Non, ce n'est pas une peur. Ce n'est pas une peur, mais je dis aussi qu'il n'a pas demandé à la population de voter. Parce que quand vous dites voter, ça devient une campagne. Il est allé sensibiliser la population à l'enrôlement, afin que la population, le moment venu, puisse voter. C'est différent lorsque vous dites voter. Là, ça devient un message de campagne, ce qui n'a pas été dans les intentions de M. Augustin Kabouya. Kabouya est là-bas pour quelqu'un d'autre, c'est bon. Répondez maintenant à ma question. Alors, Kabouya est parti au Kasaï oriental selon l'invité de ce jour pour quelqu'un d'autre et non pas pour le président de la République. Vous pouvez continuer. Oui, Augustin Kabouya est allé en Mbujimaï pour se faire d'abord enrôler. Donc, il a choisi comme circonscription électorale, selon sa volonté, selon son attente, son territoire d'origine qui se trouve être Miabi. Alors, comme étant un chef d'un parti politique au pouvoir, il est de bonne loi que lorsqu'il se déplace, qu'on l'accueille avec enthousiasme, qu'on l'accueille avec joie, qu'il fasse
traîner derrière lui un monde. Ce n'est pas une paire d'un quelconque débâcle, parce que matin, midi, soir, il ne cesse... Le Kasaï oriental ne porte presque plus l'UDPS. Non, ce n'est pas seulement, ce n'est pas une paire, parce que ce n'est pas seulement au Kasaï ou Augustin Kabouya à drainer le monde. Ce débat, il est interminable finalement au sein de l'opinion publique. Regardez, si vous êtes sincère, si vous êtes confiante à travers vous-même, depuis que l'opération de l'enrôlement a commencé, qui sont ceux qui sont allés mobiliser la population à se faire enrôler? S'il n'y a pas l'IDPS, quel autre parti, vous pouvez me dire, sur toute l'étendue du territoire national, qui a mobilisé? Vous avez vu ça? Vous avez des éléments de preuve? À part Moïse Katumbi qui a mobilisé à Lubumbashi, quel autre coin du pays où vous avez vu... Moïse Katumbi a mobilisé, pour votre information, il y a aussi Adolphe Muzito. Vous avez vu les partis de Moïse Katumbi mobilisés ici à Kinshasa? Vous pouvez me dire, oui. Vous êtes en train de vous contredire ou quoi? Je ne me contredis pas. Non. On n'est pas seulement à Kinshasa, on est à travers la RDC. Moïse Katumbi a mobilisé, Adolphe Muzito a mobilisé. Et pour vous dire encore, il y a le président, le sénateur Modeste Bahati qui a également mobilisé. Merci beaucoup, madame. Vous pouvez individualiser... Je voudrais recadrer juste ce que vous êtes en train de dire. Laissez-moi l'opportunité de parler, sinon je suis en train de perdre le fil d'idées. J'étais en train de vouloir montrer à l'opinion que l'IDPS ne fait pas seulement le travail de sensibilisation à Mbujimayi, où le chef de l'administration du parti a été accueilli comme un prince chez lui à Miabi et à Mbujimayi. Mais si vous vous rendrez compte, ici à Kinshasa, nous avons vu toutes les rues de Kinshasa être envahies par les tenants du pouvoir, par les leaders de l'IDPS, en train de mobiliser la population afin d'être massivement se faire enrôler. À Lubumbashi, à l'Équateur, au Bandundu, vous avez vu partout. Il n'y a pas un autre parti politique qui peut se dire aujourd'hui qu'il est fort sur le terrain, si ce n'est pas l'IDPS. Un processus électoral déjà moins crédible pour certains politiques. Non, mais on ne peut pas courir, mettre la charrue devant les bœufs. Jusqu'à la preuve du contraire, la CENI est à la hauteur de ses tâches. On avait demandé à tous les partis politiques, à toute la population congolaise, de s'apprêter pour qu'en 2023, au mois de décembre, nous puissions assister à l'élection. Mais qu'est-ce que vous constatez? Vous allez voir un certain acteur politique du PPRD, je prends par exemple M. Chadari, qui va aller demander à ses combattants ou à ses militants de ne pas se faire enrôler. Ça, c'est une décision suicidaire. Mes chers compatriotes. Suicidaire, mais il y a aussi l'UDPS qui avait jadis, si vous ne connaissez pas l'histoire, donné aussi ses mots d'ordre. Voilà, c'est pourquoi, c'est en connaissance des causes que je suis en train de vouloir déconseiller à tous les compatriotes du PPRD de ne pas suivre une décision impopulaire. Il y a certains qui sont allés prendre même leur carte. Oui, je prends par exemple Shoki Tundu qui a boycotté l'ordre donné. C'est un ordre mal donné vaut tout son pesant d'or à ne pas être exécuté. Parce que vous n'allez pas aller retirer l'argent à la banque avec un passeport. Chadari a un passeport. Qu'on ne vous trompe pas, vous allez manquer la carte d'électeur. Entre-temps, il y aura patrouille la nuit. Entre-temps, tous les Congolais, tous les adhérents au PPRD n'ont pas de carte d'électeur. Donc, ce n'est pas un bon exemple. La politique des chaises vides n'existe pas. Donc, Chadari doit s'assumer. C'est quelqu'un qui n'a pas de position. Tantôt, il dit, nous refusons l'enrôlement. Tantôt, il dit, nous voyons Shoki Tundu qui part pour... Vous constatez qu'il y a tout un débâcle au sein de la famille politique de Joseph Kabila. C'est pas seulement avec Joseph Kabila, même j'ose croire aussi que lorsque même l'UDPS avait donné ses mots d'ordre, il y a des gens qui sont allés prendre leur carte, j'ose croire, leur carte en cachette. Oui, et puis on connaît toutes les conséquences qui s'en ont suivi après que l'UDPS, à l'époque, ait demandé à ses combattants de ne pas prendre part au processus électoral. Parce que vous savez, l'UDPS c'est un parti de masse. C'est un parti qui a beaucoup de militants, beaucoup de combattants. C'est comme ça qu'il existait. Mais le PPRD a fondé toute son existence autour de la gestion de l'État. Il a fabriqué les soi-disant combattants. Je pense, si vraiment on peut suivre... Il y a quand même des combattants qui sont restés fidèles au PPRD jusqu'à... Oui, mais estimer c'est à quel taux, madame? Oui, à l'estimer. Et les quelques dizaines qui sont restés là, franchement... Oui, mais je parle de dizaines, je m'assume. S'ils doivent obéir à la logique de Chadari, je pense qu'on ne parlera plus de ces partis de Joseph Kabila. Processus électoral en cours, que répondez-vous à l'abbé Donatien Cholet et les pasteurs Eric Senga, porte-parole
de l'ECC qui ont estimé que le processus électoral en cours en République démocratique du Congo n'est pas crédible. Ce n'est pas une chanson d'aujourd'hui. Je ne suis pas surpris que je puisse entendre ces vocabulaires sortir de Cholet ou encore de son collègue de l'ECC. Déjà, dès le départ, l'installation de Denis Kadima, ils en ont décrié, mais ce sont des chauves-souris. Par moment, ils sont pieds dedans, par moment, ils sont pieds dehors, et ça ne sait pas faire valoir leur crédibilité. Aujourd'hui, vous avez suivi. C'est l'église au milieu du village. Oui, mais au milieu du village, à quel moment vous les avez vus jeter les fleurs d'un autre camp, sinon que de prendre la position pour un autre? Est-ce qu'il est question de jeter des fleurs ou de dire ce qu'ils voient? Si l'Organisation internationale de la francophonie, au travers de sa représentante, peut jeter les fleurs au niveau de la CENI, au travers de Denis Kadima, qui, je vis, ils ont été reçus récemment, il dit, jusque-là, tous les éléments sont probants, tous les éléments, tous les signaux sont verts. De quelle substance voulez-vous que nous puissions attribuer aux propos, d'ailleurs, qui du reste nous sont habituels de M. La Cholet? ont des observateurs sur terrain. Oui, mais qu'ils demandent, la première ère opérationnelle vient de se terminer, qu'ils aillent au site de la CENI pour s'enquérir du nombre de Congolais qui ont vraiment envahi les centres d'inscription pour se faire enrôler et qui sont déjà éligibles pour voter en 2023. Donc, le processus est en marche et il est entre les bonnes mains. Madame, Messieurs, prenons à présent le dernier dossier de notre rendez-vous de la semaine. Nous allons parler de la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Nous, organisations, plateformes et mouvements associatifs, membres du panel des experts de la société civile, réunis ce 23 février 2023 au Centre culturel Boboto, ayant appris la publication du rapport de l'IGF sur les contrats dits chinois, nous avons examiné les éléments soulevés par l'IGF dans les 10 rapports et tenons à fixer l'opinion sur ce qui suit. Le panel des experts de la société civile constate que l'IGF n'a pas eu non seulement le temps de mesurer l'impact réel de ces contrats sur l'économie du pays et du social des communautés locales, mais aussi et surtout n'a pas eu le temps de se prononcer sur les acquis de ces contrats pour la survie de la GECAMIN. Il n'y a aucun doute que les méthodes de travail de l'IGF sont susceptibles de ternir l'image du pays et de décourager les investisseurs, contrairement à la politique du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est celui d'encourager les investisseurs à inonder les marchés économiques congolais. La publication de ces rapports à la veille des échéances électorales risque d'être interprétée par une certaine opinion qu'il s'agit d'une stratégie politicienne visant à jeter le discrédit sur une catégorie d'acteurs politiques. De la même manière, une autre opinion peut croire qu'il s'agit d'une pression exercée sur les investisseurs miniers pour ponctionner de l'argent frais à des visées électoralistes. Le panel des experts de la société civile pense que l'État congolais n'a pas besoin de passer par cet organe en vue d'obtenir la révisitation du contrat chinois dès lors que ce même contrat prévoit à son sein ces mécanismes. Et surtout, le cours de cuivre et du cobalt est revu à la hausse dans les marchés mondiaux. Visite de travail officielle de la sous-secrétaire générale des Nations Unies aux droits de l'homme à Kinshasa. Liz Brandt en a profité pour échanger avec le ministre de la Défense nationale et ancien combattant. Au sortir de cette audience, la directrice du bureau de New York du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme n'a pas manqué de réaffirmer la volonté de son institution de renforcer la collaboration et le soutien à la RDC. Pour nous, c'est surtout cette visite, c'est pour venir de nous engager dans des discussions avec les autorités, comme le ministre maintenant de Défense, et je suis vraiment très reconnaissante qu'il ait pris le temps de nous parler, de nous expliquer, de donner son avis et ses analyses.
parce que c'est là qui informe le contexte pour nous. Et aussi, on a rencontré des représentants de la société civile, d'autres représentants des autorités et d'autres interlocuteurs pour savoir vraiment les perceptions et l'analyse du terrain de tous ces interlocuteurs, justement pour élargir cette vue qu'on a, que ce n'est pas seulement restant à New York avec l'analyse des documents qu'on lit, même s'ils sont bien vérifiés et on connaît de cette façon-là bien la situation. On a beaucoup de travail aussi, le soutien qu'on a à travers notre bureau conjoint des droits de l'homme au sein de la MONUSCO. Et nous aussi, depuis New York et depuis Genève, on reste engagés et espérons avoir encore plus de collaboration et coopération dans l'avenir, parce que c'est justement dans cet esprit de trouver et beaucoup des efforts qui ont été déjà faits par le gouvernement, d'ailleurs aussi la dotation des lois, par exemple. Le docteur Gilbert Kabanda a pour sa part fait le plaidoyer de la situation réelle des droits de l'homme en RDC, tout en se félicitant des efforts des Nations Unies à améliorer la situation des droits de l'homme par rapport à l'armée congolaise. Le numéro 1 de la Défense nationale a mis en exergue le rôle de la justice militaire, qui est celui de rectifier les tirs dans chaque cas épinglé et qui ne reste pas impuni afin d'enclencher globalement une nouvelle donne en la matière. « 24 février, jour pour jour, 10 ans depuis la signature par les États, 11 États, si je ne me trompe pas, de l'accord cadre d'Addis Abeba. Toujours pas d'entente entre la République démocratique du Congo et le Rwanda à cause de la présence des M23 sur le sol congolais. Joseph Boula, devrions-nous d'office conclure que le front du dialogue à cet effet a échoué? Merci beaucoup, Madame Noëlla, de la question que vous venez de poser en rapport avec la sécurité de notre pays. Avant d'aborder cette question, je voudrais ramasser de façon passagère les points de presse tenus par le docteur Mukwege, au demeurant qui est déjà... Oui, c'est par rapport avec la célébration de ce 10 ans, mais répondez d'abord à ma question, après nous allons revenir sur le contenu de cette conférence de presse. Oui, moi aujourd'hui j'estime que plus que jamais, nous ne pouvons pas arrêter la voie du dialogue. La voie du dialogue ne devrait pas être mise en exergue, parce que c'est ici, c'est un cadre qui permet aux personnes de bien réfléchir et de trouver des solutions quand il y a un problème. On ne peut pas rompre la voie du dialogue, on ne peut pas rompre la voie de la diplomatie. Parce qu'aujourd'hui, 10 ans après, comme vous l'avez soulevé, l'accord cadre d'Addis Abeba, c'est toujours sous le régime Kabila où nous avons hérité de toutes ces histoires où aujourd'hui on est en train de vouloir remettre les choses sur les rails. Aujourd'hui, vous parlez du régime de Joseph Kabila Kabange, mais ce régime quand même par rapport à la déclaration du prix Nobel Denis Mukwege, on estime que la situation a été encore un peu bonne parce qu'à un moment, vous le savez très bien, on avait réussi quand même à maîtriser le M23. C'était pas avec Tshisekedi, c'était avec le Joseph Kabila Kabange. Mais Denis Mukwege estime, et il dit ceci, je reprends ces mots, ce régime exceptionnel qui cède la gestion de la province aux militaires n'a non seulement pas permis de neutraliser les capacités de nuisance des groupes armés, notamment les ADF, les FDLR, mais a paradoxalement contribué à augmenter l'insécurité. Il ne s'est pas arrêté là, il a dit, et a doublé aussi le nombre d'exactions commises à l'encontre des civils. Vous savez, je ne partage pas les mêmes avis que M. Dr Mukwege. Les prix Nobel de la paix. Oui, laissez-moi le temps de parler aux Congolais qui m'écoutent. En cet instant, j'espère qu'ils sont d'ailleurs très nombreux. Vous savez, quand on parle de la question de sécurité d'une nation, on ne peut pas se focaliser seulement pour une portion sur une contrée. Vous savez, aujourd'hui, je vais vous avouer que le problème de la sécurité au niveau de notre territoire national, tous les territoires, l'étendue du territoire national est relativement calme. Les Congolais peuvent vaquer, les Congolais sont calmes. Parce que du temps de Kabila, dont Mukwege veut prendre pour modèle, madame, laissez-moi vous rappeler que de ce temps de Kabila, il n'y avait pas que la question de la sécurité de l'Est. En plus,
des poches d'insécurité à l'Est, il y avait un problème de Bakata Katanga. Aujourd'hui, vous n'en parlez pas. Il y avait les problèmes ici au Congo central avec l'église Bundu Diamayala. Aujourd'hui, vous n'entendez pas parler de ces problèmes. Il y avait les problèmes de Kamouina Sapou. Il y a eu beaucoup de problèmes, que ce soit à Yumbi. Donc, quand on parle de la sécurité, il ne faut pas seulement qu'on pense que la sécurité de la RDC c'est réduit seulement à la question de l'Est. Il faut qu'on prenne la question dans son ensemble. Relativement pour l'ensemble du pays, la sécurité est au beau fixe. Mais maintenant, quant à la question... La situation de l'Est. Quant à la question de l'Est, vous êtes sans ignorer que le chef de l'État est en train de se déployer. Il déploie toute son énergie afin que la paix puisse être retrouvée dans ces contrées de la République démocratique du Congo. Parce qu'il faut poser la question à l'histoire. Cette guerre dure déjà depuis plus de 20 ans. Alors, comment voulez-vous cette guerre nous imposer injustement par les multinationales, nous imposer injustement parce qu'on veut piller nos ressources naturelles? Beaucoup de gens sont impliqués dans cette guerre. C'est une guerre complexe. Il faut du tact, il faut de l'ingéniosité. Laissez-moi s'il vous plaît, madame, vous allez prendre la parole. Il faut de l'ingéniosité afin que nous puissions sortir de ces macabres. Regardez. Mukwege continue encore à réitérer son opposition à l'état de siège décrété dans deux provinces de l'Est par le président de la République. Je dirais à M. Denis Mukwege qu'il n'a pas les informations à sa disposition. Parce que c'est l'état de siège. Aujourd'hui, Tshisekedi a amené la communauté internationale à indexer pour la première fois, pendant que la guerre a duré, aucune personne n'a jamais eu le courage de dire que c'est le Rwanda, c'est Paul Kagame qui est l'agresseur. Aujourd'hui, lorsque nous connaissons déjà qui est derrière ces massacres perpétrés au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo, nous sommes déjà engagés vers le processus, vers la paix retrouvée. Aujourd'hui, l'embargo qui pesait hier contre la République démocratique du Congo, dont Kabila et consorts n'ont pas réussi, ne serait-ce qu'une seule seconde, à faire enlever le pays dans ses gouffres. Aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir. Nous pouvons dire que le chef de l'État est engagé. Est-ce que le peuple voit tout ça ou pas? En 2012, avec Joseph Kabila Kabonge, le M23 a été quand même défait, non? Non, mais les M23 n'avaient pas été défaits. Ils ont boutiqué une entente. C'est Joseph Kabila et consorts. Vous avez des preuves que Kabila... Oui, mais il y a les rapports qui existent. Il y a eu des ententes, ils se sont justement retirés de façade, mais en attendant, ils étaient en train de continuer à opérer leur pillage. Ce que je dois dire aux Congolaises et Congolaises, le chef de l'État est résolument engagé. La diplomatie du chef de l'État aujourd'hui amène, que ce soit l'Union européenne, que ce soit les Nations Unies, que ce soit au niveau de l'Union africaine, tous sont unanimes, ils condamnent l'agresseur rwandais. Lisez la condamnation. Lisez les rapports. Oui, lisez le rapport au numéro 11. Aujourd'hui, ils sont en train de condamner, c'est bien. Mais il y a une année que la Russie a attaqué les terroristes de l'Ukraine, à une année de guerre, le monde entier autour du président Zelensky. Mais pourquoi la communauté internationale n'entend pas toujours la voix du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour qu'on ait aussi des actions? Vous êtes sûr, vous êtes quand même conscient de ce qui se passe en Ukraine et la mobilisation du monde entier pour que la paix soit restaurée. Mais la situation de la RDC date de très longtemps. Et Félix Tshisekedi, depuis qu'il est là, il ne cesse de crier, il ne cesse d'en parler. En tout cas, j'adhère vraiment à votre inquiétude. C'est l'occasion pour moi de demander à cette communauté internationale de cesser l'hypocrisie. Parce que nous savons bien que c'est bien elle qui est aux commandes du pillage de nos ressources naturelles. L'injustice, c'est des poids, des mesures. Lorsque les Congolais meurent à l'est de la République démocratique du Congo, parce que M. Kagame, avec ses marionnettes du M23, veulent semer la terreur, vous voyez, nous assistons à l'inaction, nous assistons à une communauté internationale qui s'en fout. Moi, je pense que ce n'est pas de cette manière-là. On veut nous prendre pour modèle, par exemple, les pays démocratiques qui se disent nous sommes les pays les plus démocratisés au monde, la France, machin, machin. Mais vous allez soutenir les Rwandais qui viennent tiller les Congolais. C'est l'occasion ici que cesse l'hypocrisie, que la communauté internationale, de la même manière qu'ils se mobilisent pour soutenir l'Ukraine, de la même manière ils doivent soutenir la République démocratique du Congo. L'occasion pour moi, j'invite le gouvernement à organiser ce que nous appelons le massacre des Congolais à l'est du pays, que le gouvernement fasse un musée où toute autorité politique qui descendrait les pieds ici en République démocratique du Congo, avant d'être reçu au palais de la nation, devait d'abord passer, s'incliner devant les milliers de Congolais qui se sont
vu être arrachés de la vie, afin de rappeler dans la mémoire collective l'immense préoccupation que nous avons, celle de retrouver la paix à l'est du pays. Pour mettre fin à la guerre dans la partie est de la RDC, le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a fait recours aux États membres de l'Afrique de l'Est, et Denis Mukwege parle d'une mauvaise stratégie. N'a-t-il pas raison? Non, Mukwege, il est dans la confusion. Nous savons ce que Mukwege est en train de chercher. Il est dans la quête. Il est dans la quête de saper au pied tous les efforts qui sont consentis, parce qu'il travaille pour les lobbies occidentaux. Ah bon? Nous sommes bien au courant de toutes les manœuvres qu'il est en train de cogiter matin, midi, soir à l'endroit du pouvoir. Vous, le pouvoir de Félix Tshisekedi, vous avez applaudi Mukwege, non? Non, mais quand vous faites... lorsqu'il essaie de dire la vérité, il devient au service de gens. Non, non, mais vous savez, lorsque vous faites quelque chose qui va dans le sens de l'intérêt collégial, nous ne pouvons pas cacher la langue dans la poche. Mais lorsque vous déroutez, vous déraillez des objectifs, vous savez, le salut du peuple, c'est la loi qui est souveraine. Lorsque Mukwege dit par exemple, je suis contre les forces régionales et consorts, et pourtant nous devons privilégier la voie des dialogues. N'oubliez pas que nous, avec les Rwandais, nous sommes appelés à vivre éternellement comme des voisins. Nous sommes des voisins éternels. On doit privilégier les dialogues. Imaginez-vous, à quel moment le chef de l'État a fait secours à toutes ces forces-là? Nous étions sous l'embargo. Il n'y avait aucune possibilité que nous puissions nous équiper militairement. Alors, il fallait quand même qu'on mette en place un format de coopération afin que nous puissions nous en sortir. Aujourd'hui, on a fait un recrutement au sein de l'armée, un recrutement évalué aujourd'hui à près de 10 000 hommes. C'est ce qui fait la force d'une armée. Lorsque vous recrutez les hommes, lorsque vous les formez, vous mettez du matériel à leur disposition, je pense que la montée en puissance ne va pas tarder. C'est bien, aujourd'hui, vous êtes en train de demander la condamnation, vous, donc le régime Tshisekedi, le pays, la RDC demande aujourd'hui la condamnation du Rwanda, qui est l'agresseur de la RDC dans sa partie est. Mais de l'autre côté, on constate que le projet de construction d'un barrage hydroélectrique sur la Ruzizi évolue très bien. Et il y a des questions que les internautes se posent, notamment pour dire... Si vous-même, vous n'êtes pas d'abord en mesure de condamner, lorsque ça évolue, on voit les relations entre le Rwanda et la RDC. Vous attendez seulement que ça vienne des autres, alors que vous-même, vous voulez une chose et son contraire. Non, vous savez, les Rwandais ne sont pas mauvais. Hein? Il faut qu'on se le dise les choses clairement de cette manière-là. Les Rwandais ne sont pas mauvais, les Congolais non plus ne le sont. Celui qui est mauvais, c'est le tyran Kagame, à qui nous demandons de cesser son implication sur les sols congolais. Alors, un projet qui va de l'intérêt commun, un projet comme celui-là qui va faciliter l'intégration régionale, parce que c'est demandé aussi au niveau de l'Union africaine, moi je ne pense pas, parce que ce projet-là n'est pas exécuté ni par le Rwanda, ni par la République démocratique du Congo, mais il y a une firme nette qui est en train de faire avancer le travail. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut en tout cas laisser ce travail évoluer. Mais déjà, l'ambassadeur rwandais n'est pas avec nous. Ça démontre déjà que nous avons fustigé ce qui n'est pas bon fait par Paul Kagame et ses acolytes. Nous avons par exemple aujourd'hui le signal de chaînes rwandaises émettant au travers du bouquet Canal+. On a laissé ça, qu'a suspendu ça. Donc ce sont autant des initiatives prises par le gouvernement de la République afin de monter au créneau et dénoncer tout ce qui est concocté par le Rwanda. D'enlèvement de Monseigneur Fulgence, bien sûr, de Lubumbashi par certains éléments et refus par le gouverneur du Kwilu de la tenue d'une conférence par Adolphe Muzito. Est-ce que la RDC n'est-elle pas en train de regresser en termes de droits de l'homme? En quelques mots, parce que nous sommes pratiquement à la fin de notre rendez-vous de la semaine. Oui, vous parlez du Monseigneur qui a été tenté de l'enlèvement. Ouais. Je pense que ce n'est pas un acte à saluer. Je conseillerais à son Excellence Monsieur l'évêque de se saisir du dossier pour aller auprès des instances judiciaires, policières et consorts, afin que les commanditaires de ces tentatives puissent être mis aux arrêts. Mais quant à la question, par exemple, du gouverneur
Adolphe Muzitou, le gouverneur a fait quoi? A refusé que cette conférence puisse être organisée. Bon, il lui appartient de motiver les éléments qui ont été mis à sa disposition pour qu'il prenne cette disposition. Mais qu'à cela ne tienne, aujourd'hui en République démocratique du Congo, plus que jamais, les libertés d'expression sont garanties. Depuis l'avènement de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi au pouvoir, un journaliste peut se permettre de venir sur un plateau, les critiquer et puis sortir aisément, rentrer chez lui. Là-bas, toujours pas de gouverneur depuis la démission de Mouyej. Masuka continue à régner. Il faut situer les contextes dans le temps. Quand est-ce que M. Richard Mouyej Manguez-Mans n'est plus gouverneur? Moi, je pense que c'est incessamment qu'il a remis sa démission officielle, parce que depuis tout ce temps, comme vous le savez, madame la journaliste, nous estimions qu'il était aux affaires, mais indisponible parce qu'il était par exemple aux soins. C'est Fifi Masuka qui ne veut pas des élections parce qu'elle ne sera pas à mesure de défendre. Non, ce n'est pas Fifi Masuka. C'est ce que j'ai lu quelque part. Qu'est-ce que Fifi Masuka représente par rapport à une province? Il appartient à la CENI de prendre ses dispositions afin de convoquer les corps électoraux. Donc je pense que ceux qui veulent les élections là-bas, ils ont raison que la CENI, en dépit de ses multiples de responsabilités en rapport avec l'enrôlement et consorts, en tout cas qu'ils pensent à programmer les élections pour là-bas. C'est fini, mais quand même un mot en sport parce que c'est l'actualité. Fini le suspense. La RDC recevra la Mauritanie et devant les supporters au stade de TP Mazembe. Contrairement à la première décision qui a été donc prise par la FECOFA de faire jouer cette rencontre comptant pour les éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. La question, un commentaire par rapport à la première décision prise par la FECOFA. Oui, moi je pense que la FECOFA devait être à la hauteur de ses responsabilités. La FECOFA ne devrait plus se faire distinguer au travers des décisions qui soient impopulaires. Notre football aujourd'hui mérite d'être redoré, que les responsables de la commission de la FECOFA et consorts puissent vraiment répondre aux attentes du peuple congolais. Un pays de football, un pays où nous devons ensemble faire émouvementer cette population qui est en tout cas sportive. Je salue cette décision. Il y a lieu de s'impliquer pour que l'organisation de ces matchs puisse être une réussite. Et c'est complètement fini, Joseph Boulaboula. Vous avez 1 minute seulement pour adresser votre dernier mot à cette population qui est en train de vous suivre. La population, je vous prie de faire confiance à son Excellence chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi de Tshilombo. Enrôlons-nous massivement pour lui donner le deuxième mandat en 2023 parce que ses résultats sont immenses. Hier, il a inauguré une usine de captage d'eau au niveau de Mbiza Ozone. Il n'y a pas plus tard qu'hier au niveau de Lembaïmbo, il en a encore fait. Aujourd'hui, avec le projet de développement de 145 territoires, il y a beaucoup d'écoles qui pilent à gauche et à droite. Ça montre vraiment la volonté du chef de l'État à bien organiser ce pays. Et en 2023, nous demanderons à tous parents congolais de nous montrer une parcelle achetée grâce aux économies faites à la gratuité de l'enseignement. Le chef de l'État vous a donné la possibilité d'économiser vos 100 francs et en 2023, vous allez nous montrer qu'est-ce que vous avez fait de ces 100 francs. Je prends l'exemple, si vous avez 5 enfants et qu'avec chaque enfant, vous devez payer $100, ça fait $500. Pendant 5 ans, ça fait $2500 et avec $2500, vous pouvez acheter une parcelle, que ce soit à Bandundu, que ce soit en Sélé. Et nous, en 2023, on va vous demander qu'est-ce que vous avez fait de l'argent. Merci beaucoup, madame, messieurs. C'est complètement fini. Vous le savez aussi que le président de la République a donné le go de Bus Trans Academia. Désormais, il y a des bus à la disposition des étudiants de la République démocratique du Congo et ainsi prend fin donc ce magazine qui a eu le plaisir de recevoir Joseph Boulaboula, assistant à l'université de Kinshasa, ingénieur agronome et analyste politique, mais sur le plateau aux allures du parti au pouvoir, Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup madame et à la prochaine. Merci beaucoup, je ne cesserai de le dire. Info 7, un magazine de Congo Web Télévision. Info 7, votre magazine. Info 7, notre magazine. Merci de rester fidèle à Congo Web Télévision, la chaîne haute définition. Et surtout, nous voulons aussi avoir des femmes sur ce plateau. Elles sont toujours sur terrain, candidates, politiciennes, mais quand on les appelle, elles ne viennent pas. Alors, la porte est grandement ouverte à tous les politiciens, les femmes, les hommes, les jeunes. Info 7, c'est votre magazine. Merci. Il est temps. Au revoir.